l'époque, il est champion de France, cartonné. Hein. Nakache n'est pas encore arrivé. Bien sûr, j'ai envie de dire, il monte à Paris, si on peut dire, à un moment donné, il faut partir à Paris. Il est envoyé. Il est envoyé à Paris. C'est-à-dire que son club, vous savez, c'est encore l'époque où l'instituteur, le prêtre, etc., dès qu'il repère un garçon qui est bien à l'école, ou qui est bien en général, et qui a des possibilités, on l'envoie en métropole. Et ça se passe comme ça. Et donc, pour les études, lui, on l'envoie en métropole pour passer son bac, et puis il veut être professeur d'éducation physique. Donc après, pour faire des études d'éducation physique. Et donc il arrive à 17 ans et demi au lycée Janson de Sailly, à Paris. Et bon, je continue l'identification. C'était aussi mon lycée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'était important, mais donc on est même lycée. Et ensuite, dès qu'il arrive, il est happé par le Racing Club de France. C'est aussi mon club. C'est là où je nage. La différence, c'est qu'on n'a pas le même niveau, c'est tout. On n'a pas le même palmarès, mais enfin bon, c'est une broutille. Hein. Voilà. Il est happé par le Racing, et tout de suite, il participe à des championnats au plus haut niveau. Il n'a que 18-19 ans. Et là, c'est là qu'il met Cartonnet derrière lui. Parce que dès qu'il commence, il gagne. Il devient champion de France. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il est pris par le meilleur entraîneur français de natation de l'époque, qui s'appelait Alban Mainville. Et Alban Mainville, non seulement repère ses capacités, mais lui dit, tu sais, tu peux nager les 4 nages. Mais il y en a une où tu vas te spécialiser. Parce qu'il faut vous dire une chose, à l'époque et jusqu'aux années 60, par décision du CIO, donc jusqu'aux années 60, quand on disait brasse, ça pouvait être la brasse, comme ça, mais ça pouvait être aussi le papillon, comme ça. Alors, c'est beaucoup plus difficile, le papillon, parce qu'il faut être très athlétique. Mais le papillon, comme nage, est né dans les années 30. C'est un Allemand qui l'a inventé. Et quand Alban Mainville a vu des compétitions, il a dit à Nakache, ça c'est pour toi. Étant entendu que à l'époque, quand on compétitionne, si je puis dire, en brasse, on peut le faire comme on veut. À l'époque, on peut le faire en papillon ou en brasse classique. Et donc lui, il décide de faire du papillon, de se spécialiser. Et il gagne. Et Cartonnet arrive un peu après, parce que Cartonnet on est encore à la brasse classique. Mais surtout, il gagne, mais il va être champion de France 9 ou 10 fois dans les années 30, et dans plusieurs nages. Et il est aussi capitaine de l'équipe de France de water-polo, parce qu'il adore ça. Parce qu'il faut quand même imaginer une chose. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de nageurs parmi vous. L'entraînement, 6 heures par jour, c'est pas drôle. Hein. C'est pas toujours drôle. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui dit, écoutez, moi je suis prof de gym et de natation et maître nageur. Je vous assure, si, c'est bien. Je dis, bien sûr, mais enfin, compter les carreaux au fond de la piscine pendant 6 heures, aller-retour, ça peut être lassant. C'est beaucoup. Hein. L'entraînement, c'est fatigant, c'est répétitif. C'est vrai qu'à côté de ça, le water polo, on s'amuse comme des fous. Simplement, il faut de la carrure, mais c'est un vrai jeu. La dimension ludique du sport, on ne la retrouve pas nécessairement dans la compétition de natation. C'est vrai qu'on retrouve l'envie de gagner, ça oui, ça bien sûr, la rivalité, mais le jeu, enfin, de mon point de vue, hein, le jeu, on ne le voit pas trop. Alors c'est vrai qu'il y a, le livre est, parallèlement à son destin de nageur, de champion. Donc l'importance d'Alban Mainville, on va y revenir, parce que c'est vrai que ça a été vraiment pour lui un homme. Et après, j'ai envie de dire, à son retour d'Auschwitz, il a retrouvé Alban Mainville, qui lui a remis un peu, qui l'a restimulé, enfin qui a su trouver les mots. Enfin c'était compliqué, parce qu'évidemment on peut bien comprendre. Mais il y a parallèlement évidemment l'évocation historique qui est très importante, et notamment on est dans les années 34, je crois. Par exemple, un pogrom à Constantine. Enfin, on sent la montée de plus en plus. Lui n'y est pas. Il n'y est pas, mais bon, il habite Paris, mais donc il a 9 frères et 2 sœurs. Hein. C'est une famille de 11 enfants. Et tout le monde est toujours à Constantine. Et donc il a des nouvelles tout le temps. Et il est consterné parce qu'il apprend qu'il y a eu
oui, il y a eu à la suite d'une simple rumeur, il y a eu un pogrom anti-juif et des familles avec des enfants et des vieillards, des familles complètes, ont été massacrées chez elles. Bon, évidemment, ça laisse des traces. L'autre grande date, 34, c'est 34, et l'autre, c'est 1900, je ne sais pas si c'est 61, oui, c'est 61, ou fin 60, début 61. À Constantine vivait un monsieur qui était le plus grand musicien de musique judéo-andalouse, qui s'appelait Cher Raymond Léris, Cher Raymond, et qui était l'oncle de Enrico Macias. Et c'est lui qui a initié Enrico Macias à la guitare, etc., et à la chanson. Et donc, Raymond Léris était très aimé par les Juifs et par les Arabes. En 61, quelqu'un qu'on faisait passer pour fou, mais qui est un fou proche du FLN, l'a assassiné d'un coup de couteau dans le dos. Il est mort, dans la rue, à Constantine. Ça a été un signal, ça a été le signal pour les Juifs de Constantine qu'il fallait partir. Et donc, ils sont tous partis. Et juste après, il y a eu l'indépendance, donc de toute façon, ce serait advenu. Et ça, il l'a vécu à distance, Nakache, puisqu'il n'était pas là pour ces deux dates, mais il en est très conscient parce que sa famille est là-bas. Merci beaucoup, Pierre Assouline, d'avoir participé à cette rencontre, et merci à vous et bonne suite de soirée.